Tous extrêmement ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Santé Mag. Nous sommes en direct, il est 18 h et nous parlons ce soir d'une pandémie mondiale, non pas celle du Covid-19, mais du VIH-Sida, dont nous célébrions la journée internationale en ce début du mois de décembre. La maladie continue de sévir, car les moyens de prévention restent insuffisants, en plus de cette fausse impression que nous avons tous de ne pas être concernés par cette maladie. Résultat, les messages et les multiples appels au dépistage ne sont pas entendus ou peinent à être entendus. Et les personnes vivant avec ce virus en l'ignorant continuent à le disséminer. En Algérie, on compte à peu près 18 000 personnes vivant avec le VIH-Sida. Près de 1000 d'entre elles sont des femmes et 800 sont des enfants. Néanmoins, un point fort à retenir dans la prise en charge de ces maladies, l'accès gratuit au traitement qui a permis de réduire la charge virale chez beaucoup de malades. Un constat probablement altéré par la crise du coronavirus. C'est ce qu'on verra d'ailleurs avec mes invités. Comment contracte-t-on le VIH? Quelle est l'importance du dépistage et du diagnostic précoce dans cette maladie? Parvient-on à parler aujourd'hui librement du VIH-Sida sans stigmatisation et sans tabou? Une autre question abordée ce soir, d'autant plus que le thème retenu cette année par l'OMS, c'est sans préjugés, sans discrimination pour mettre fin au sida. Pour débattre de ce sujet, ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir professeur Bouchaïb Hayat. Vous êtes infectiologue au CHU de Tizi Ouzou. Merci d'avoir fait le déplacement. Bonsoir. Merci de l'invitation. J'ai également le grand plaisir de recevoir monsieur Adel Zdam. Vous êtes directeur de l'ONU SIDA Algérie. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. L'énorme plaisir de recevoir professeur Achour Nessima. Vous êtes chef de service infectiologie à l'hôpital Qatar. Bonsoir. Bonsoir, tout le plaisir est pour nous. Merci d'être présente avec nous. Et puis nous avons également le grand plaisir de recevoir le docteur Mohamed Yousfi. Vous êtes président de la Société algérienne d'infectiologie. Vous êtes également chef de service à l'hôpital de Boufarik. Bonsoir. Bonsoir, merci. Merci à vous. Alors le constat que nous faisons aujourd'hui, peut-être monsieur Zdam, le constat de la lutte contre les sida, c'est que nous sommes loin finalement des objectifs de l'ONU, celui d'endiguer cette pandémie à l'horizon 2030. Nous sommes bien loin. Aujourd'hui, on compte à peu près 38 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde, 1 700 000 enfants et puis 1,5 million de nouveaux en 2020. Comment expliquer ces chiffres finalement? C'est un échec? Exactement. Bon, voilà, merci. Je rappelle que les objectifs que vous avez cités, c'est les objectifs pour lesquels tous les États du monde se sont engagés pour mettre fin à l'épidémie du sida à l'horizon 2030. Il est vrai que c'était des objectifs ambitieux, même avant 2020, et les États poussaient pour mettre fin à éradiquer cette pandémie. Mais aujourd'hui, nous nous rappelons que cette pandémie est toujours là. Bon, et les gens ont souvent oublié, parce que c'est une autre pandémie qui est venue un petit peu prendre le dessus et vraiment qui a marginalisé beaucoup de maladies, malheureusement. Voilà, maintenant, les chiffres que vous avez donnés, 1,5 million de nouvelles infections par an à la fin 2020, reste un chiffre très élevé parce qu'il est loin, très loin de l'objectif qui s'est fixé le monde entier. Atteindre moins de 500 000 nouvelles infections à l'horizon 2020. Donc et encore, on parle aussi de beaucoup de gens qui ignorent le fait d'être infecté. On parle d'une personne sur 4. C'est ça, c'est un quart, c'est ça. C'est 38 sur les 38 millions de personnes qui vivent avec le VIH, enfin à la fin 2020, qui sont vivants. Un quart ignore qu'ils sont porteurs du virus. Et la problématique est là. C'est parce que éradiquer le VIH veut dire que arriver à ce que toutes les personnes connaissent leur statut sérologique. À partir de là, la clé de la fin du sida est là. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais après, vous avez cité beaucoup d'obstacles qui ont fait qu'aujourd'hui, 40 ans après l'apparition de cette pandémie, aujourd'hui, nous sommes là. Il y a beaucoup d'obstacles qui empêchent l'atteinte de ces objectifs. Il y a des obstacles liés au tabou, stigmatisation, discrimination. D'ailleurs, c'est la thématique de cette année. C'est le slogan de l'ONU SIDA, mais pas de l'OMS. Oui. Mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies veut dire que encore il y a beaucoup de travail à faire sur la représentation, sur l'acceptation de la maladie au sein de la société, malgré tous les efforts consentis. Je pense que tous mes amis médecins qui sont présents ici le confirmeront.
sur le plan de la recherche, des traitements, de l'accès, les efforts des gouvernements pour démocratiser l'accès. Malgré ça, quand même, tous les obstacles continuent, persistent et sont là pour nous rappeler encore que nous ne mettrons pas fin au sida à l'horizon 2030, malheureusement, et il reste encore beaucoup de travail. Ça prendra plus de temps. Oui. Voilà. Professeur Bouchaïb, hommes et femmes sont égaux devant le VIH-sida? Oui, enfin égaux devant le risque, puisque les modes de contamination sont bien connus. La maladie, c'est surtout chez les sujets à risque, chez les sujets vulnérables, c'est-à-dire les fragiles, les sujets fragiles, notamment la femme enceinte, et les jeunes, puisque 90% des nouvelles infections surviennent chez les sujets jeunes qui sont âgés entre 27 et 49 ans. Donc après, c'est vrai qu'il y a longtemps, enfin il y a quelques années en arrière, le sexe masculin a été prédominant. On est en train de vivre une inversion, pas une inversion. Aujourd'hui, on parle à peu près de 53% quand même de femmes qui sont touchées. Une féminisation de l'épidémie, surtout en Afrique. Hein. Oui, surtout en Afrique. Oui. Alors, l'accès au traitement en Algérie a contribué. Alors, je le disais en préambule, je ne sais pas si vous partagez mon avis. Je disais que c'est l'un des points forts justement de la prise en charge en Algérie, c'est cette gratuité des traitements et cet accès, parce que souvent, comme disait justement Monsieur Zdem, quand on parle de la prise en charge du sida dans le monde, on pointe du doigt l'inégalité dans l'accès au traitement. Alors en Algérie, on n'a pas ce problème, néanmoins aujourd'hui on constate une tendance haussière quand même dans les chiffres, professeur Achour. Oui, on constate une tendance haussière, je suis d'accord avec vous. Il est vrai que nous avons cette facilité d'avoir le traitement. Nous sommes dans l'attente qu'il y ait de nouvelles molécules qui vont être introduites. Elles ont été introduites dans le guide national qui ne tardera pas à apparaître. Donc elles vont rentrer, ces nouvelles molécules, elles vont énormément nous aider. Mais néanmoins, il faut le dire, il y a encore, nous n'avons que 1600, nous avons presque 16 900 malades qui reçoivent leur traitement. Mais il en reste néanmoins, si on va sur les 18 000 de cas positifs chez nous, qui sont connus comme étant infectés, il reste quand même 1100 qui ne reçoivent pas le traitement. Et il faut le dire... Au fil des années, est-ce qu'on est parvenu à réduire la mortalité? Est-ce qu'on en meurt moins aujourd'hui en Algérie du VIH-Sida? On pensait qu'on arrivait, mais avec cette pandémie, on a reçu beaucoup de malades à des stades vraiment avancés. On a perdu des malades. Nous, on n'a pas arrêté à El-Kétar de prendre en charge nos patients. Donc, nous avons tous gardé une aile pour nos malades parce que nous avons un chiffre quand même assez important de patients. Malgré qu'il y ait le confinement, qu'on leur faisait arriver le traitement grâce aux associations, qu'on tient vraiment à remercier. Sans elles, on n'aurait pas pu aller de l'avant et arriver à nos patients. Il y en a quand même beaucoup qui sont venus à des stades avancés parce qu'ils ont été dépistés également à des stades tardifs. Et là, c'est un souci. Oui. C'est un souci. À quel point la Covid, Dr Youssi, a impacté justement la prise en charge des personnes atteintes de VIH-Sida? Aujourd'hui, on ne parle plus de séropositifs ou de sidéens, on dit les personnes atteintes de VIH-Sida. C'est clair que l'impact de la Covid au niveau mondial et donc de la même manière au niveau de l'Algérie a été très important. Vous avez parlé tout à l'heure, l'élément clé dans cette infection, c'est le dépistage. Et donc là, c'est le problème de tous les pays dans le monde et c'est pour ça que ce que disait M. Zdem, que cet objectif de 2030 va être difficile, pour ne pas dire impossible, à atteindre. Il y avait déjà des problèmes pour différentes raisons. Avec le Covid, c'est des raisons objectives où tous les systèmes de santé se sont occupés du Covid, si je peux dire ça, au détriment de toutes les autres pathologies et dans l'infection à VIH. Et là, automatiquement, ces malades, comme disait mon ami professeur Achour, ces malades donc, avaient des problèmes. Donc déjà, on arrivait à dépister mal, ce qui fait que ça n'encourageait pas donc, les gens qui veulent se dépister pour venir dans des structures qui étaient, là, au début, ne voulaient pas la peur du Covid. Et après, même s'ils voulaient venir, donc les structures étaient occupées, que ce soit les services. Moi, au niveau de Bouffaïk, tout l'hôpital était Covid. L'hôpital du jour aussi, on a été obligé de réduire donc, nos activités au minimum, ce qui fait que dépistage donc, a été
impacté lourdement, ce qui fait que le nombre d'infections a augmenté et va augmenter encore plus. Mais les malades aussi qui donc, se retardent au dépistage entraînent automatiquement, vous avez posé la question des décès, entraînent automatiquement un diagnostic tardif. Et ces malades, lorsqu'ils viennent chez nous, souvent à un stade très avancé. Et on a eu beaucoup de décès comme ça pour les nouveaux malades. Je parle des malades qui n'étaient pas connus. Les malades qui étaient connus, c'est la problématique là aussi de prendre le traitement. Ils avaient peur de venir. C'est difficile, n'oubliez pas qu'avec les différents confinements, je prends le cas au niveau de la wilaya de Blida, mais notre où le confinement était total, donc où les transports étaient interdits entre wilayas, ces malades avaient... Ça se passe comment le traitement pour plusieurs mois quand les gens qui sont traités en ambulatoire? Mais le Covid, ça fait 22 mois qu'on y est. Non, vous avez parlé du confinement, c'est pour ça que je pose cette question. Le confinement a duré un mois ou un peu moins? Non, mais j'y arrive. Non, mais le confinement n'a pas duré uniquement un mois. Un mois, un confinement total à Blida, mais après, c'était un confinement partiel qui est resté pendant longtemps, mais aussi tout ce qui est transport, pendant des mois et des mois, on est resté... Ça a été perturbé pendant des mois et des mois. Et ce qui fait que l'impact, d'une manière totale du Covid sur le VIH, et ça, c'est des chiffres qui sont mondiaux, c'est pas uniquement en Algérie, et on s'est retrouvé avec des malades complètement abandonnés malgré les efforts qu'on a essayé de faire pour leur faire parvenir les traitements. Mais moi j'insiste sur le retard, surtout sur le retard. La problématique peut-être pas beaucoup, un peu moins, parce qu'on pouvait agir pour les malades qu'on connaît, les malades qu'on suit, on pouvait agir. Mais les malades qu'on ne connaissait pas, qui n'étaient pas dépistés, le fond du problème est là. Le nombre d'infections, s'il a augmenté au niveau mondial, et si le nombre de décès a augmenté avec ce Covid, c'est parce que tout simplement, on n'a pas dépisté ce qu'on pouvait dépister, et ce qu'on pouvait dépister, on l'a laissé évoluer jusqu'à mourir. Oui, peut-être que là aussi, on posera la question, on en parlera peut-être plus tard en parlant des dépistages, peut-être la question aussi de l'autotest. Ça aurait peut-être pu régler cette problématique justement de pouvoir se tester chez soi, chose qui ne se fait pas chez nous, et voilà, c'est ce qui est regrettable. Là, vous posez toute la problématique de dépistage d'une manière générale. Oui, absolument, on en reparlera justement quand on parlera du dépistage. Et là, c'est pas uniquement le Covid, ça c'est le fond du problème. Oui. Professeur Boucheb, justement, j'aimerais vous faire réagir sur la même question. Quel a été l'impact de la crise de la Covid à votre niveau aussi? J'aimerais avoir une idée, puisque le professeur Achol en a parlé pour son service et professeur aussi pour Boufarik. Tizi Ouzou, comment ça s'est passé? Elle a totalement bouleversé, elle a déstabilisé nos habitudes, la plupart des patients vivant avec le VIH. Vous le disiez tout à l'heure, tous les gens qui souffrent d'autres pathologies. Et globalement, l'impact a été perçu à tous les niveaux de la prise en charge, depuis le diagnostic jusqu'au traitement, en passant par les consultations, les bilans, etc. Et donc, très concrètement, l'impact a été perçu au niveau de la consultation, puisque certains patients ne venaient plus à la consultation de leur propre chef. Ils ont décidé de ne plus venir, ou alors ils ont annulé, ou alors ils ont reporté leur rendez-vous. Pourquoi? Parce que, comme le disait Dr Yousfi, se connaissant vulnérables, ils avaient peur de contracter la maladie à l'hôpital. Et puis aussi les problèmes de transport. C'est à juste titre. Bien entendu. Oui. Et puis, il y a 16 CDR sur le territoire national. Et certains patients habitent très loin de ces CDR, de 100, 300 km. Ils ne pouvaient pas donc se permettre de venir pendant cette crise à l'hôpital. Donc, il y avait ça. Il y avait aussi l'hospitalisation, puisque les services de maladies infectieuses ont été transformés en services Covid dans la plupart des hôpitaux d'Algérie. D'ailleurs, même s'il y a eu une structure dédiée aux patients non Covid, ça restait insuffisant. Le flux du malade était important, le nombre de lits ne suffisait plus. Heureusement que certains services ont bien voulu héberger nos patients, le temps de libérer des places. Donc nous avons géré comme ça. Et puis, la constatation, c'est que de plus en plus, on reçoit des patients à un stade avancé. Professeur Bouchali, parce que vous avez eu des décès malheureusement, justement à cause de cette crise. Oui, et c'est dommage parce que quelques temps avant la pandémie, on ne voyait plus pratiquement de cas de sida ni de décès. Et avec cette pandémie, malheureusement, à cause des problèmes de dépistage, à cause de l'interruption du traitement antirétroviral
virale, à cause de, voilà, des absences et des retards. Mais juste, je voudrais dire que force est de constater dans tout ça que c'est le dépistage qui a été impacté de façon exceptionnelle. Ça a chuté de façon très importante et ça va diminuer forcément le nombre de patients, de personnes vivant avec VIH qui ne se connaissent pas. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes ne sont pas traitées, vont évoluer dans peu de temps, à plus ou moins court ou moyen terme, au sida, et vont surtout transmettre la maladie. Donc nous attendons à un rebond épidémique, malheureusement, après la pandémie Covid. Oui. Ça, justement, la question était sur l'impact peut-être immédiat, mais on s'attend justement à ce que ce soit plus grave à long terme. Et ça, c'est pas uniquement en Algérie. Effectivement. Je vais vous inviter, messieurs, dames, justement à regarder un reportage qui revient sur la prise en charge des malades atteints du VIH-Sida. C'est un reportage signé Yasmine Souadi. Regardez. Cela fait près d'un mois que Djelloul a découvert qu'il est séropositif. Il est aujourd'hui hospitalisé au CHU Al-Hadi Flissi. Ça va l'appétit. Grâce à la prise en charge et au traitement dont il a bénéficié, il peut à présent reprendre le cours de sa vie. Après, il y aura des rendez-vous, bac de contrôle. Voilà. Alhamdoulilah, vous êtes bien, le bilan est bien, alhamdoulilah. La première question qui m'est venue à l'esprit était est-ce que je pouvais transmettre la maladie à mes proches. Les médecins m'ont rassuré et m'ont dit qu'avec le traitement, je pouvais avoir une vie normale et que la transmission se faisait par le sang. Si le dépistage ne s'effectue pas à temps, le risque de transmission reste accru. Pour les personnes qui ne sont pas encore dépistées, c'est vrai qu'ils peuvent être asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent ne pas présenter de symptômes pendant 3 ans, 5 ans à peu près, mais on met l'accent sur le fait qu'ils vont transmettre le VIH. Et l'Algérie, ça a toujours été sa politique, on est dans l'accès gratuit et universel pour le traitement, pour les soins, pour le dépistage. Et donc, il suffit d'être dépisté pour avoir le traitement. Même si on ne guérit pas du VIH-Sida, grâce à la prise d'un traitement adéquat, le patient séropositif a la même espérance de vie que le reste de la population. Grâce au traitement, on va être indétectable. Si on est indétectable, on ne va pas le transmettre aux partenaires, on ne va pas le transmettre à ses enfants. Et ça, c'est important. Et le traitement, il est gratuit, il est disponible. Et on a eu quand même des personnes qu'on a pris en charge depuis les débuts de l'année 2000. On est en 2021. C'est des personnes qui se sont mariées. Ils ont eu des enfants séronégatifs. C'est des personnes qui ont continué à travailler. Maintenant, ils sont pratiquement à la retraite. Ils sont même grands-parents. Et donc, grâce au traitement, on mène une vie, j'allais dire, presque normale. En Algérie, des centaines de cas de VIH-Sida sont recensés chaque année. Encore tabou, certains patients font face à des situations de sérophobie ou de stigmatisation. Beaucoup choisissent de cacher leur maladie à leur entourage par peur d'être rejetés. Mais grâce à la science, les malades ont la possibilité de vivre leur séropositivité en toute sérénité. Oui, alors on le dit depuis tout à l'heure, justement le thème qui a été retenu cette année pour célébrer la journée de lutte contre le sida et sans préjugés et sans discrimination pour enfin au sida, il faudra en parler justement, Monsieur Zdam. Est-ce qu'aujourd'hui on devrait sensibiliser tout le monde ou focaliser sur des populations cibles? Excellente question, voilà, parce qu'en Algérie, quand on voit un peu les chiffres... Voilà, parce que maintenant après 40 ans, je pense qu'on connaît bien la pandémie, qu'on est bien à tous les niveaux, sur le plan médical, sur le plan d'approche préventive. Vraiment, on connaît bien et on connaît où on doit aller et comment réussir. Le problème, c'est comment le faire. Bien sûr, je suis d'accord, il faut tenir compte de la situation, du contexte épidémiologique du pays. Donc l'Algérie, depuis plusieurs années, connaît une épidémie, disons, faible dans la population générale. Ce qui fait que nous savons plus ou moins où se situent les populations les plus exposées au risque. Donc c'est une approche ciblée, comme vous le dites, qu'il faudrait
renforcer, aller de l'avant. D'ailleurs, tout à l'heure, avec le Dr Yousfi, on avait une longue discussion sur ça, pour arriver à briser la chaîne de transmission. Dans l'efficience. D'autre part, le traitement qui est là de l'Algérie, il faut le dire, depuis des années, depuis 98, le traitement est gratuit, accès universel, mais perturbé pour différentes raisons, encore plus maintenant par la pandémie, mais aussi, ce qu'il faut dire aussi, que les personnes doivent prendre le traitement à vie, et toutes ces perturbations vont augmenter la charge virale. Ça veut dire que la personne va transmettre encore le virus. Et ça, on ne peut pas. D'ailleurs, même dans les statistiques de l'Algérie sur le nombre de personnes, parce que pour mettre fin au sida, il faut trois cibles, disons atteindre 3 cibles. Que 90%, ça c'était en 2020, des personnes devaient connaître leur statut sérologique. 90% de ces personnes devraient être mises sous traitement et 90% devaient avoir une charge virale indétectable ou supprimée, comme on le dit dans notre jargon. Mais le problème, il est là. Si on n'arrive pas à atteindre ces 3,90, nous avons échoué quelque part parce que nous allons laisser le virus circuler, d'une part. D'autre part, les comportements à risque chez les personnes qui sont sujettes d'être les porteurs du virus ou bien le réservoir du virus, c'est des populations qui sont plus ou moins rejetées par la société, non acceptées par la société. Justement, j'allais vous dire, est-ce qu'on arrive à en parler ou à s'adapter au contexte socio-culturel, j'ai envie de dire, de l'Algérie, quand on parle de population cible, justement? C'est très compliqué, c'est très difficile pour dire même le dépistage avec les structures de santé qui sont disponibles, ce qui a été dit par mes amis professionnels de santé. Les services sont là. Mais le problème, c'est d'amener ces personnes vers ces services, surtout le dépistage. Même les centres de dépistage qui sont au niveau en Algérie, peu de personnes exposées au risque vont vers ces services parce qu'ils ont peur d'être discriminés. Le malheur, c'est que la discrimination, elle est en milieu de soins. Et nous avons eu beaucoup de témoignages. Les associations, vraiment, ils nous rapportent aussi beaucoup de témoignages, ce qui fait qu'il faudrait une approche différenciée, une approche innovatrice, parce que vous voulez parler du dépistage. Aujourd'hui, l'Algérie... Pourquoi on ne va pas vers les autotests? Ça se vend partout, par exemple en Europe, en pharmacie. Il est en cours pour vous dire que l'Algérie elle a terminé sa stratégie de dépistage. Elle a ouvert aussi une porte à toutes les innovantes en matière de dépistage dans l'autotest. Et ça fait 3 mois, une étude de faisabilité sur l'utilisation de l'autotest a été faite en Algérie et qui a démontré l'intérêt de l'intégrer dans le guide de diagnostic biologique, d'ailleurs, qui va être actualisé bientôt. Ça, c'est vraiment une grande avancée, d'une part, et d'autre part, une approche démédicalisée, entre guillemets, qu'on appelle approche communautaire. Et là, à cause du Covid en particulier, l'année passée, le ministère de la Santé a permis à 5 associations de faire le dépistage dans leurs locaux. Et je pense que ça va être une des grandes avancées et de grandes réussites du dépistage. Oui. Professeur Achour, je pense que vous vouliez rebondir par rapport à l'autotest. Alors l'autotest, c'est bien, mais il faudra faire attention. Il aura des retombées. Parce que c'est bien, un malade va se tester chez soi, il va savoir, il va connaître. Mais va-t-il consulter? C'est là où se posera le problème. Qu'est-ce qui ferait qu'il ne consulte pas? Je pense que si il peut le faire en anonyme et ça va pas être évident. Pourquoi il voudrait pas se faire traiter ou se faire suivre? C'est pas évident, madame. Déjà comme ça, quand ils sont dépistés, il y a un temps de l'attente pour qu'ils acceptent. Il y a un déni de la pathologie, il y a un déni qu'il faut l'accompagner. Quand ils viennent sont dépistés à notre niveau, il y a toujours un accompagnement avec les psychologues. Donc on est un peu de minimiser de la pathologie. Quand il est seul, il faut se mettre à sa place. Ça lui tombe sur la tête. Justement, moi, j'aurais peut-être tendance à poser la question autrement. J'aurais dit, est-ce que c'est une bonne idée dans le sens où la personne va le découvrir seule et peut-être souvent on a besoin d'être accompagné, mais pas aller se consulter ou se faire suivre, ça serait quand même absurde. C'est pas suffisant. Ce que dit le professeur Achour, justement, c'est un moyen parmi donc, le paquet qu'on a pour le dépistage, mais encore une fois, compter entièrement et d'une manière sur l'autotest, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Non, peut-être pas compter, mais en plus. Non, j'avais dit en plus, c'est-à-dire dans un paquet, parce qu'il faudrait mettre tout le... C'est-à-dire encourager que cet autotest vienne dans une chaîne concernant le dépistage. Il faudrait que beaucoup, on va dire beaucoup, qui ont fait l'autotest venir. Mais il y aura d'autres
qui vont avoir ce déni, et on le voit chez nos malades, qui viennent, donc qui sont diagnostiqués, qu'on met sous traitement et qui gardent... Mais vous pensez bien que c'est un plus. Oui, non, c'est clair. Voilà, c'est plus un plus qu'un frein. C'est clair, non, oui. J'ai dit c'est un plus, mais il faut cadrer le cadrer. Ça ne va pas être évident, ça ne sera pas évident. Je ne suis pas d'accord avec mes amis professionnels de santé, mais je pense que l'approche, l'innovation, elle est là aujourd'hui, elle nous interpelle. L'autotest, le dépistage communautaire, le dépistage classique, tous ces offres de dépistage prénuptial, prénatal, cette offre de dépistage est très importante. Il faudrait les diversifier parce que sans ça, nous n'allons jamais pouvoir bouger les lignes. C'est comme ça qu'on va bouger les lignes. Parce que je suis tout à fait d'accord que des fois on a peur de tout ce qui est nouveau, tout ce qui est innovant. Mais je pense que quand même il y a eu des décisions très courageuses qui remontent à mes amis professionnels de santé. En 1998, quand les cliniciens, les infectiologues ont décidé d'introduire les antirétroviraux, quand même il y a eu des levées de boucliers, il y a eu des résistances, il y a eu des... Mais aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes là pour dire c'est une grande réussite. C'est une révolution. Le nombre de décès en Algérie, il a sensiblement baissé grâce au traitement. Alors je pense qu'on va vraiment faire bouger les lignes et introduire tous ces modes de dépistage, y compris le dépistage des associations, qui est très important. Ça va nous permettre de dépister encore mieux. Peut-être que l'autotest aussi, il est très important dans les populations à risque, encore une fois, parce que là aussi, les personnes qui prennent des risques, j'ai envie de dire, comportement à risque, professeur Bouchaïban, on en parle depuis tout à l'heure, mais c'est quoi? Comment définir finalement un comportement à risque? Un risque est le comportement qui va amener l'infection, qui va permettre au virus de pénétrer dans l'organisme. Le virus vit dans le sang, vit dans les liquides biologiques de l'homme contaminé, et donc les modes de contamination sont bien connus aujourd'hui. C'est surtout les relations sexuelles non protégées, c'est aussi l'utilisation de seringues et d'aiguilles qui ne sont pas à usage unique. Pour commencer, un comportement à risque, peut-être c'est un rapport non protégé, tout simplement. Tout à fait, oui, voilà. C'est ce que je viens de dire. Et donc, l'utilisation de drogues injectables en utilisant des seringues et des aiguilles communes, puisque la transmission par le sang est maintenant contrôlée, donc il n'y a aucun risque. Et puis, il y a la transmission mère-enfant lors de la grossesse et aussi lors de l'accouchement. Et d'ailleurs, et l'allaitement aussi, un peu moins, mais c'est surtout pendant la grossesse à la fin et l'accouchement. Et puis, en parlant de dépistage, j'ai juste envie, puisque là je parle de la transmission donc mère-enfant, c'est dire que le dépistage, le dépistage des femmes enceintes est le plus simple finalement, parce qu'elles sont faciles, elles vivent dans les structures de santé pour se faire suivre. Donc elles sont simples à capter, et donc il faut insister sur cette population. C'est demandé aussi dans la batterie d'analyse, j'ai envie de dire, qu'on demande aux femmes enceintes. Il faudrait peut-être généraliser ce dépistage. Oui. Là, on pourra peut-être un peu plus capter, parce que uniquement les associations, quand ils viennent, quand il y a eu la notion, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut généraliser. Et ça, c'est là que ça va être difficile, parce que on peut dépister que si on a l'aval du patient. Oui. On en est où sur ce point particulièrement, professeur Achour, parce que ça a été une des priorités que visait l'Algérie, c'est se limiter ou lutter justement contre cette transmission mère et enfant. Est-ce qu'aujourd'hui on arrive justement... C'est l'élimination. Il y avait une stratégie. Finalement, on en est où? Vous avez les derniers chiffres de 2020 qui disent que nous avons 34% des femmes enceintes qui sont séropositives. Ça, c'est énorme. Qui ne connaissent pas. Il y a seulement 34% des femmes séropositives, enceintes séropositives, qui reçoivent des traitements pour éviter la transmission. Ça veut dire un nombre important, presque 70%. Presque 70%. Voilà, ça c'est très problématique. Oui. Et ça, je suis d'accord, c'est le mode le plus facile d'élimination de la transmission du sida, c'est la transmission. Enfin, ça c'est très facile, c'est dans les corps de tout le monde, toutes les femmes passent par le circuit du système de santé, ça devrait être vraiment très facile, malheureusement, on n'en est pas là. Elles se font suivre chez le portier. S'il y a échec, c'est ça, l'échec dans toute la stratégie, donc en termes de lutte contre le VIH-Sida, si on ne peut pas maîtriser donc, tout ce qui est dépistage, ça ne dépend pas de nous, mais c'est anormal que des enfants naissent encore avec l'infection. Ça, on avait l'objectif depuis plusieurs années d'arriver à zéro infection. On n'est pas encore à zéro infection.
Est-ce qu'on arrive aussi, vous me tendez la perche, est-ce qu'on arrive aussi à prendre en charge justement les enfants? Parce qu'on sait que les chiffres donnent à peu près beaucoup d'enfants décèdent avant l'âge de 2 ans. D'abord, traitement, et puis aussi les traitements sont inadaptés aux enfants. On a toutes les compétences, tous les moyens pour les prendre en charge. Les enfants, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Les traitements sont adaptés aux enfants? Oui, bien sûr, c'est une obligation. On souffrait il y a quelques années de ça, effectivement. Maintenant, avec le développement de différentes molécules, et surtout encore les dernières, comme dit la chose qui va venir, mais c'est en amont. C'est inacceptable qu'avec toutes les structures de santé, on a un système de santé quand même que beaucoup de pays nous envient en termes de carte sanitaire. C'est-à-dire que la femme peut être dépistée d'abord en prénuptial, avant la grossesse, au cours de la grossesse, on peut la rattraper à différents moments et pour pouvoir la traiter et garantir que l'enfant qui va naître sera séronégatif. Mais malheureusement, là, c'est une défaillance du dépistage de la femme enceinte qui est possible à tous les niveaux. Si on doit se reprocher des choses, c'est à ce niveau, en termes de stratégie, c'est à ce niveau. Il faudrait que ce dépistage soit systématique, proposé systématiquement à cette femme avant qu'elle soit enceinte. Et lorsqu'elle pas, selon vous, professeur Achour, pourquoi les gens ne se font pas dépister avant de se marier? Parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de femmes qui contractent, encore une fois, le VIH en étant mariées. Il y a aussi beaucoup d'enfants, vous venez de le dire, qui naissent séropositifs. Est-ce qu'il y a un retard au diagnostic? Une baisse ou un relâchement c'est pas un relâchement, c'est l'information. De la conscience du risque? Non, c'est l'information. Excusez-moi si vous permettez, là, ce n'est pas la femme. Moi, je reviendrai, c'est le personnel de santé, c'est le corps. Il faut que ce soit obligatoire. Non, pas obligatoire. Qui doit proposer, c'est-à-dire. On sensibilise. Il faut qu'on sensibilise à l'importance, aux risques et aux conséquences de cette pathologie. Parce que ce n'est pas une vie, c'est 2 puis 3. Donc il faut faire passer le message. Tout à l'heure, vous avez dit il y a des enfants à 2 ans, ils décèdent. Vous savez, ce sont des enfants qui sont vus par différents médecins auxquels le diagnostic, on n'y a pas pensé. Et ils arrivent à des stades tardifs. C'est comme le sujet âgé, le jeune qu'on reçoit. Ils peuvent passer par différentes explorations. On n'évoque pas le diagnostic. Parce qu'on n'y pense pas, parce qu'on ne sensibilise pas assez, madame. On ne fait pas assez. Et là, il faudrait en parler tout le temps. Et peut-être, ça rentrera dans nos mœurs, dans nos habitudes. Ça, c'est très important. Oui, professeur Boujaïf, est-ce qu'on souffre encore aujourd'hui d'errance diagnostique lorsqu'on est séropositif ou une personne vivant avec le sida? Est-ce qu'on peut porter le VIH pendant toute sa vie sans s'en rendre compte, passer à côté d'une infection au VIH-sida? L'infection à VIH est tellement riche, elle est tellement particulière. Si vous voulez, l'infection, quand on dit infection à VIH, c'est plusieurs aspects. Parce que l'histoire naturelle fait que dès que le VIH pénètre dans l'organisme, il va d'abord passer par une phase qu'on appelle la phase de primo-infection. C'est-à-dire que le virus va se multiplier dans le sang. Excusez-moi, je vais rappeler impulsion naturelle pour que ça soit un peu clair. Donc, le virus, en se multipliant dans le sang, va donner quoi? Va donner des signes qui vont se rapprocher de ceux d'une simple grippe. Ça va donc des céphalées, des courbatures, un peu de fièvre. Devant les symptômes, tout le monde ne va pas avoir des symptômes. Il y a des gens qui peuvent ne pas avoir de symptômes. Oui, tout à fait, mais la majorité a tout de même quelques signes qui sont tellement discrets qui peuvent évoquer que la personne qui ne sont pas spécifiques. S'il n'y a pas eu de situation à risque, et même un médecin m'en avertit, ne peut pas évoquer comme ça devant des signes pareils l'infection à VIH. Si bien sûr une situation à risque ne lui a pas été rapporté. Ensuite, il guérit, il paraît tout normal et il va entrer dans une phase, c'est la phase la plus longue de la maladie, c'est là que je vais répondre à votre question, puisque finalement, le virus est là, il est toujours actif, il se multiplie dans le sang, mais de façon insidieuse, de façon très lente, et de façon à ce que le système immunitaire n'est pas détruit brutalement. Donc les CD4 vont diminuer de façon très progressive, et tant qu'il y a assez de CD4, ça, c'est les lymphocytes. Voilà, les lymphocytes T, CD4. Donc, tant qu'il y en a suffisamment, le système immunitaire permet à l'organisme de se défendre. C'est ce qu'on appelle justement le sujet séropositif. Il est sain,
en apparence, mais avec une activité virale dans l'organisme. C'est la phase la plus longue de la maladie, mais aussi la plus dangereuse. Pourquoi? Parce que le patient, non seulement va contaminer ses proches, son conjoint, ses proches, mais aussi va évoluer vers le sida s'il n'est pas diagnostiqué et s'il n'est pas mis sous traitement, parce que le traitement va... Et puis, bien sûr, au bout de quelques années, une fois qu'il n'y a plus assez de CD4, il va rentrer dans la phase ultime de la maladie, c'est le sida. Et là, les signes cliniques sont évidents. Oui. C'est quand c'est trop tard, ça devient, pour bien sûr, les médecins en avertissent encore une fois, oui, ça on met devient combien évident. de temps généralement pour, c'est-à-dire pendant l'infection, on met combien de temps entre le moment où on est infecté pour être dépisté généralement en moyenne? Les gens mettent combien de temps? Oh, je n'ai pas les chiffres, c'est-à-dire que ce n'est pas, c'est pas comme ça, c'est-à-dire qu'une personne qui est exposée à une situation à risque va peut-être se faire dépister rapidement. Quelqu'un qui a eu des signes cliniques, mais après avoir vécu une situation à risque, va y penser et va se faire dépister. Puis sinon, il n'y a pas de délai, comme ça connu pour se faire dépister. Ça dépend. Il y a eu des personnes qui se sont fait dépister très tôt. Et il y a des personnes qui se sont faites dépister très tard. Voilà, donc le dépistage a permis quoi? Il a permis tout simplement de sauver la personne, de lui permettre d'avoir une vie tout à fait normale, puisque le traitement permet de diminuer la charge virale, de rendre la quantité de virus dans le sang presque à zéro. Et donc, le virus est un peu menotté, il ne peut plus rien faire contre le système immunitaire et la personne vit normale. Ce que disait le professeur, donc en termes de dépistage, c'est que comme il n'y a pas de particularité, donc au début de cette primo-infection, donc comme une petite grippe, donc automatiquement pendant cette période, s'il n'y a pas un comportement à risque, donc la personne vient se faire dépister. S'il n'y a pas donc un dépistage à l'occasion, comme ça, d'un bilan, il n'y a pas quelque chose de spécifique qui va attirer l'attention, en dehors du comportement à risque, comme je vous ai dit, attirer l'attention de la personne pour aller elle-même, lorsqu'elle est infectée. Il y a des personnes qui sont infectées et qui ne le savent pas. Donc, en dehors du... C'est pour ça qu'on insiste sur le dépistage, donc il doit être large. La proposition de dépistage doit être large. En dehors, comme je vous dis, de celui qui a un comportement à risque, là, il sait, il doute, surtout s'il connaît un petit peu. Et donc là, il va venir, comme il peut ne pas venir du tout. Et ça, c'est notre paire de manches. Mais le fait de ne pas avoir cette particularité, c'est pour ça qu'on insiste sur le dépistage, la proposition de dépistage systématique qui répond à votre question, qui va diminuer cet intervalle. Oui. Pourquoi il est important justement de se faire dépister ou de détecter justement ou diagnostiquer précocement le VIH/SIDA aujourd'hui? Qu'est-ce que ça change? Ça change beaucoup. On va d'abord allonger de la survie du malade, on va éloigner le plus possible qui rentre dans la phase SIDA. Et nous, le but d'un traitement, d'un diagnostic précoce, d'une prise en charge précoce, c'est que le malade, c'est vrai que c'est une maladie chronique, elle va évoluer dans le temps, mais on va tout éloigner de lui. C'est-à-dire, avant, ils avaient une marge de vie de 10 ans, 12 ans, 15 ans, maintenant on est à plus de 30 ans. On parle aujourd'hui d'une espérance de vie presque normale. Oui. Au-delà. Oui. Mais les 30 années, ils sont quand ils sont pris en charge précocement. Et ça, c'est très important. Tout à l'heure, mon confrère parlait de... Quand on dépiste largement, c'est vrai, c'est important pour nous. Mais souvent, le patient, quand il va, il consulte. Une personne va consulter. Elle occulte, elle ne rapporte pas à son médecin qu'il y a eu une notion d'un contact, qu'il y a eu d'un rapport à risque ou d'une conduite à risque. Ils viennent avec des signes. Nous avons des signes que tous nos confrères doivent connaître, qui peuvent nous orienter, nous aiguiller vers le diagnostic. Des généralistes déjà. Hein, oui, voilà. Ils ont une grande part, ils voient presque la majorité des patients. Nous, il nous arrive, après être passés par plusieurs malades, par plusieurs médecins, excusez-moi. C'est pour ça qu'il y a ce retard souvent. Et c'est pour ça que, donc, ce que disait le professeur Achour, ça choque complètement, j'allais dire, le VIH ou le malade VIH a complètement changé de statut en l'espace d'une vingtaine d'années. Avant, c'était un malade qui avait une espérance de vie courte. C'était une maladie mortelle. Maintenant, c'est une maladie chronique. Voilà. Chronique où le malade vit presque normalement. Il peut se marier, peut avoir des enfants. Et surtout avec une facilitation en principe en termes de traitement, en termes
en charge, ce qui fait qu'on est en train de gérer maintenant, parce que de plus en plus, peut-être pas encore chez nous, un peu moins, mais ailleurs, dans des pays où il y a une épidémiologie, plutôt une prévalence beaucoup plus importante, c'est les malades de troisième âge, c'est les personnes donc, âgées qui présentent, ça vous donne une idée sur, j'allais dire, les progrès immenses qui ont été faits, ça a été dit par mes amis ici, immenses qui ont été faits en termes de prise en charge. Reste toujours le problème de ce dépistage et de cette situation de la prévention primaire. tabou. Oui, si vous permettez, parce que la problématique chez nous, en Algérie, justement, avec tous les efforts qui ont été faits, il y a eu, mais ça reste un problème sociétal. Et ce que disait mon ami Zdam tout à l'heure, c'est que surtout dans ces populations cibles, clés, et donc ces populations à risque, c'est toute la problématique j'allais dire, du comportement de la société, en commençant par les professionnels de la santé qui font partie de cette société. Cette discrimination, c'est ça qui nous pose jusqu'à maintenant problème. Le problème n'est plus dans les moyens de dépistage, dans les moyens humains, dans le matériel, dans le médicament. Le problème est dans les mentalités, donc en termes de tabou. Monsieur justement, est-ce qu'on arrive alors, il y a la stigmatisation de la société en tant que quantité, c'est-à-dire monsieur tout le monde qui va regarder peut-être ou juger ces populations à risque, mais au sein même de ces populations à risque, est-ce qu'on arrive à en parler? C'est-à-dire vous qui venez du mouvement associatif, est-ce que vous arrivez à en parler, à les sensibiliser, par exemple, à aller vers les dépistages, à aller, quand on parle, par exemple, comme on disait tout à l'heure, des rapports non protégés, est-ce qu'on arrive à parler de tout ça? Merci. Moi, je ne viens pas du mouvement associatif. Je représente une agence des Nations Unies. Avant, vous avez travaillé dans le mouvement associatif. Voilà, je parle de ça. Oui, non, je veux dire, je parle de votre parcours. Oui, mais enfin, actuellement, nous travaillons tous très proches des associations. D'ailleurs, nous sommes tenus de travailler avec. Le professeur Achour leur a rendu un grand hommage. Je me joins à elle pour aussi. Non, je parle de votre parcours. Quand je dis que vous venez du mouvement associatif. Oui, ils font de l'excellent travail. Les associations, parce qu'ils travaillent auprès de ces populations. Parce que vous avez parlé de la prévention primaire, nous avons une notion qu'on appelle la prévention combinée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces groupes de populations à risque, quand elles sont captées, il faut les capter. Et toute une démarche qui peut les capter. Il faudrait leur fournir tous les moyens et ne pas les partir. Premièrement, leur fournir un paquet de services en termes d'information, de sensibilisation, les moyens de prévention, mais les accompagner au dépistage et ensuite, si le dépistage est positif, vers le traitement. Donc, ce qu'on appelle le circuit, le continuum. Et donc là, oui, il y a d'excellents résultats. Je peux vous donner un chiffre. Avec la perturbation des centres de dépistage pendant la Covid. Donc il y a eu des associations qui ont commencé à faire le dépistage dans leurs locaux, avec l'accord du ministère de la Santé. Alors le pourcentage de dépistage il a augmenté d'une manière exponentielle. C'est extraordinaire, parce qu'avant c'était presque zéro. Ils sont arrivés à dépister presque 95% de toutes les populations qui sont ciblées. C'est pour dire que l'approche communautaire, avec ce que vous avez dit de proximité, avec des intervenants qui sont issus de ces populations, qui a donné des résultats. Qui animent aujourd'hui des groupes de parole. Bien sûr, pour répondre à vos questions, oui, ils sont très réceptifs parce que son interlocuteur, il connaît son statut, il ne le discrimine pas, il ne le rejette pas, il l'accepte comme il est, mais il fait comprendre qu'il s'agit d'une approche de santé publique, c'est sa santé qui est au cœur. Et donc, non, c'est l'approche centrée sur l'homme, et sur la personne qui doit donner des résultats et qui malheureusement continue à poser problème. Nous sommes tous d'accord, mais enfin, on ne va pas être pessimiste. On va dire que quand même, il y a d'excellentes initiatives et je pense qu'on devrait continuer sur ces initiatives pour avoir de meilleurs résultats. Et avec la la diversification de l'offre, il faut avoir une offre diversifiée. Parce que la personne qui a le VIH, ce n'est pas mentionné. Alors, signe, mes amis ont décrit un certain nombre, aucun signe particulier. Oui, c'est pas spécifique. Donc il faudrait vraiment la. Si on doit justement sur
les populations cibles encore une fois. Est-ce qu'on parle par exemple de la notion de prophylaxie? Est-ce qu'on parle, aujourd'hui il existe des traitements prophylactiques ou des traitements préventifs pour le VIH-Sida quand les personnes ont des comportements à risque encore une fois. Est-ce qu'on parle par exemple de ce qu'on appelle les PrEP, c'est ça? Oui. Bon, il y a deux types de prophylaxie. Il y a la prophylaxie post-exposition qui est la PEP. Pré-exposition. Qui est la PEP et qui est utilisée. Je pense qu'aussi il faudrait faire un petit peu la promotion de ce PEP parce que ça... Beaucoup de gens ignorent que ça existe. Oui, ça existe parce qu'après, ils en parleront, mes amis médecins, que juste après l'exposition, on peut prendre la prophylaxie post-exposition, on peut être sauvé. Et après, il y a la PrEP. Est-ce qu'on arrive à en parler encore une fois? Est-ce qu'on arrive à parler de ce genre de traitement? Parce que là aussi, c'est mais très la tabou. PEP, elle existe. Oui, non, la PEP, elle existe. La PEP, c'est pas... La PEP, ça existe, elle est disponible. Et il faudrait trouver les formules, mais il faudrait que la personne vienne rapidement, comme ils l'ont dit. Donc, juste après le contact, l'exposition au risque, dans les 4 heures et 72 heures. Donc, même nous, aux Nations Unies, nous avons des packs. Non, je parlais de pré-exposition. Maintenant, la PrEP, c'est problématique. La PrEP, c'est problématique parce que c'est comme une contraception. Donc, c'est un traitement que les populations qui sont exposées au risque, qu'ils la prennent régulièrement et qui continuent leur comportement sans donc ce qui va leur permettre de ne pas contracter le virus. Mais là, c'est problématique parce que premièrement, elle n'est pas disponible en Algérie. Il y a une étude de faisabilité qui a été réalisée qui s'est avérée non concluante. Non, et surtout avec des réactions et surtout des professionnels de santé. Donc, ils ne l'acceptaient pas parce que leur elle est fournie dans différents groupes de population exposés au risque. Les associations aussi l'utilisent et elles donnent de bons résultats. Bon, je veux dire sur le plan scientifique. On reste sur les traitements. Professeur Bouchaïb, quels sont les traitements aujourd'hui disponibles? On parle des antirétroviraux, mais j'imagine qu'il y a aujourd'hui de nouveaux traitements également. Bien sûr, alors il y a les antirétroviraux classiques connus depuis très longtemps, mais actuellement c'est vrai, les molécules sont aujourd'hui devenues plus, parce qu'elles font l'objet de développement, d'amélioration, c'est normal. On reste toujours sur la prise quotidienne. Alors oui, c'est la trithérapie déjà, parce que il faut utiliser 3 molécules pour pouvoir combattre le virus classiquement. En un seul comprimé ou ce sont 3 comprimés? Justement, j'y arrive. Il y a aujourd'hui des stratégies, il y a des innovations, il y a des stratégies de simplification, c'est-à-dire qu'on est réuni. Il y a des molécules d'ailleurs qui existent chez nous, de réunir les 3 comprimés en 2 comprimés ou en un seul comprimé. Donc ça simplifie déjà, ça devient donc plus grand et c'est bien. Il y a aussi la stratégie d'allègement. Là, c'est dans de nombreux pays, mais ce n'est pas encore appliqué chez nous. Là, il s'agit du concept de la trithérapie et d'aller vers la bithérapie. Et donc, c'est 2 molécules dans certaines conditions, chez certains patients. C'est vraiment, ça doit être très cadré. Et oui, tout à fait. Et ce qui est bien, c'est que ça permet surtout de diminuer la toxicité, parce que c'est un traitement que le patient va prendre à vie. C'est une maladie chronique. C'est un traitement qui est lourd. Et donc, ça permet justement de faciliter l'acceptation et aussi diminuer ce risque. Et aussi, les traitements, en sens, qui sont les plus intéressants, c'est les traitements de longue durée. C'est les traitements, parce qu'actuellement, on a des molécules de durée de vie est de 24 heures, parfois 48 heures maximum. Mais là, il y a des projets pour le développement de molécules dont la durée de vie serait de 3-4 mois. Alors imaginez poser ça à un patient, un comprimé tous les 2 mois à 4 mois, ou même une injection. Même la formule injectable a été étudiée. C'est très intéressant, mais je pense que c'est encore, à laisser. Mais la meilleure prévention chez nous reste le préservatif. C'est très important. Et le retrait. Ça, c'est très important. C'est pour ça que pour les patients cibles, c'est bien, tout à l'heure, vous parliez de l'autotest. Je suis d'accord. Mais je vous ai dit, il y aura toujours l'effet négatif de cet autotest. Parce qu'ils n'utilisent pas les moyens de prévention primaires les plus simples. On se retrouvera dans des situations où on sera dépassé. Et ça, c'est pas ce que nous... Alors peut-être
Peut-être qu'on a parlé justement de l'aspect qui a révolutionné un peu la vie des séropositifs ou des personnes vivant encore une fois avec le VIH-Sida, mais on n'a pas vraiment insisté sur le fait que ça réduit énormément la charge virale, qui est un point très important dans les traitements. Il y a aussi un enjeu collectif quand on prend ces traitements. Effectivement. Donc, ça a été dit, la meilleure prévention, c'est de prendre le traitement. Donc, et le but, l'objectif, ce qu'on appelle une charge virale supprimée ou indétectable, pour que le citoyen comprenne, c'est qu'on a dit que c'est une maladie chronique, c'est-à-dire que le virus reste toujours mais avec un taux très très faible, avec lequel on peut donc vivre, avec lequel on ne transmet pas la maladie, on peut se marier. Et donc ces traitements, justement, l'évolution aussi bien en termes de, j'allais dire, de facilité de prise, donc ça a été dit par le seul, donc excusez-moi. Donc là, cette évolution, comme j'ai un double effet positif pour le malade. C'est les modalités, mais aussi en termes donc d'impact sur le virus. Effectivement, les traitements qu'on a actuellement sont de plus en plus efficaces. On essaie à chaque fois d'essayer d'avoir des traitements qui ont donc une robustesse, comme on dit, qui arrive à donc réduire cette charge virale le plus rapidement et le plus longtemps. Et donc la référence justement maintenant en termes de traitement, donc du point de vue donc effet, c'est cette charge virale supprimée pendant longtemps. C'est ça le challenge donc qu'on a dans les nouveaux traitements. Facilité d'administration et pour le malade, ça a été dit, avec les traitements donc qui vont être à une longue durée d'action. Et c'est des traitements jusqu'à 6 mois. C'est important de le rappeler, docteur Yousfi, justement, parce que les gens peut-être ne vont pas se faire dépister. On a encore une fois, encore aujourd'hui, cette idée que le sida reste une maladie mortelle, alors qu'aujourd'hui, avec ces traitements, justement, il faudra rappeler. On l'a dit depuis tout à l'heure, c'est devenu une maladie banale. Grâce à ces traitements. Une maladie banale. Oui. Et surtout, lorsqu'elle est dépistée tôt, d'ailleurs, c'est donc l'Organisation mondiale de la santé, l'ONU-SIDA et tous les spécialistes donc sont d'accord, donc les instructions de l'Organisation mondiale de la santé, c'est de tester et traiter rapidement. Pourquoi on dépiste tôt? Parce que plus on dépiste tôt et plus on traite tôt, et plus à ce moment-là, on donne toutes ces chances à ces malades qui vont, encore une fois, avoir une vie presque normale. Et on a des exemples, et qui vont avoir, disons, les complications de l'infection très, très tardivement, à un âge très avancé. Oui, on arrive à la fin de cette émission, on va conclure. Oui, professeur Bouchaïb, rapidement, on va terminer avec vous, monsieur Zdam. Pour avertir, parce que je sais que on le sait par expérience, que nos confrères des autres spécialités ne savent pas que les patients qui sont sous traitement antirétroviral et dont la charge virale est indétectable ne transmettent pas du tout le virus. Ils ne le savent pas. Et même dans la population générale, les gens ont peur des malades contagieux. Et ça, c'est source de discrimination. Absolument. On a vu cette discrimination avec les patients Covid au départ de la pandémie, avant que ça ne se généralise. Donc cette idée, on veut vraiment la faire passer aujourd'hui et dire que les patients qui sont sous traitement les suivis ne transmettent pas le virus. Voilà, c'est justement à quoi ressemble aujourd'hui la vie j'allais dire, d'un séropositif, d'une personne vivant avec le VIH, et qu'est-ce qu'il faut changer justement? C'est une grande question. On conclut, hein? Oui. Ce qu'il faut changer, moi je veux dire, éliminer les inégalités, éliminer la discrimination. Parce que la vie aujourd'hui, c'est des personnes normales qui vivent normalement, qu'il faut les accepter. Donc changer l'environnement pour une acceptation de ces personnes avec le VIH. Oui, justement, merci. Oui, voilà. Merci beaucoup pour ce mot de fin. Justement, cette émission peut-être aura servi en quelque sorte à secouer un conscience collective, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont contacté le VIH à la naissance, ils sont nés avec. Il y a des gens qui peuvent contacter sans le savoir. Donc, arrêter la stigmatisation. Merci encore une fois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent terminée. De nous rejoindre sur les réseaux sociaux. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver vendredi. Au revoir. Merci.